Bonjour à tous, bienvenue à ces assises européennes de la transition énergétique. Très heureuse d'être avec vous ce matin pour animer les plénières dans cette salle ici. Et vous avez vu un programme absolument incroyable d'une variété avec un choix de thématiques, certaines techniques, en tout cas extrêmement stratégiques pour l'avenir et la souveraineté du pays. On y reviendra dans notre plénière d'ouverture en particulier. Je voulais vous présenter nos dessinatrices qui sont avec nous et qui vont nous accompagner pendant toutes les plénières. Alors pas la plénière d'ouverture, mais juste après, à partir de 10h30. Je voudrais vous présenter Louise Plantin qui est déjà en poste là à sa table derrière et qui va nous accompagner. Et Camille Bess également qui nous rejoindra pour certaines des plénières. Voilà pour croquer nos débats et nos échanges avec leur regard. Les plénières seront traduites. Nous aurons des intervenants qui vont s'exprimer en allemand et en anglais. Vous avez des casques à disposition. J'anime en particulier une plénière cet après-midi à 14h avec un intervenant qui s'exprimera en anglais. Donc si besoin, vous avez des casques à votre disposition que vous pouvez récupérer à l'entrée et surtout ramener à la sortie pour vos camarades qui en auront besoin après. Voilà, et pour nos amis anglophones, vous avez certainement déjà les casques sur vos oreilles ou qui parlent allemand également. Il y a plusieurs traductions prévues. Et sans plus tarder, eh bien, pour ouvrir officiellement ces assises, j'invite dans un premier temps Madame la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian, à nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de l'ADEME, cher Sylvain Wasserman, Monsieur le Président de la région Grand Est, cher Franck Leroy, Madame la Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, cher Pia Ims, je veux saluer aussi nos territoires partenaires, cher Patrice Vergrit, Président de l'ANRU, Président de la communauté urbaine de Dunkerque, Claudine Bichet, vice-présidente de la métropole de Bordeaux, Jean-Patrick Masson, vice-président de Dijon Métropole, et saluer également Anne-Catherine Husson-Traoré, notre grand témoin, que je remercie de sa présence. Je voudrais saluer aussi Madame la consul générale d'Allemagne. Ce sont effectivement des assises européennes et le caractère transfrontalier en sera un maillon essentiel. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des institutions européennes, chers congressistes venus de toute l'Europe, chers amis, bienvenue à Strasbourg. Herzlich willkommen in Strasbourg. Welcome to Strasbourg. Capitale européenne, vous êtes ici à quelques pas des institutions européennes, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, à quelques pas de ces institutions porteuses des valeurs de démocratie et de défense des droits humains qui nous sont si chères et qui sont inscrites profondément dans l'ADN de notre ville. Strasbourg, ville engagée, ville en transformation, ville en transition. Une ville qui depuis longtemps se mobilise concrètement pour faire de la transition énergétique une réalité vécue, concrète et partagée. Une ville qui depuis longtemps, et plus encore depuis la crise énergétique, se mobilise pour faire de la justice sociale et de la lutte contre la précarité énergétique l'un des axes forts de sa politique à travers la fourniture d'énergie renouvelable accessible à des prix abordables. Strasbourg, c'est un territoire où la stratégie énergétique n'est pas réfléchie en vase clos ou dictée d'en haut, mais co-construite avec les citoyens, les entreprises, les chercheurs, les associations, les collectivités partenaires. Une stratégie énergétique adaptée aux réalités concrètes de notre territoire. Nous nous sommes fixés un cap clair, 100% d'énergie renouvelable en 2050. Un cap soutenu par un plan d'action ambitieux et opérationnel et inscrit dans notre plan climat. Un cap porté par des projets concrets. Le plus grand réseau de chaleur décarboné de France, avec un taux d'énergie renouvelable de 20 points plus élevé que la moyenne nationale. Ça représente 90 km de réseau, 70 km sont en projet, qui couvriront bientôt 80 000 logements. Une politique volontariste de récupération de la chaleur fatale dans nos zones industrielles et nos stations d'épuration avec plus de 100 gigawattheures
déjà récupérés et nous continuons sur ces projets, notamment en transfrontalier de part et d'autre du Rhin. Des projets citoyens, comme celui de l'école Louvois, premier établissement scolaire à énergie positive citoyenne, grâce à un montage associant collectivités et habitants. C'est fort de cet héritage et d'une ambition toujours renouvelée que Strasbourg est fier d'accueillir aujourd'hui les Assises européennes de la transition énergétique, ce moment si particulier dans l'agenda énergétique français et européen. Un moment où s'échangent les expériences, les savoir-faire, mais aussi les visions politiques. Car oui, il faut oser parler de politique, surtout dans le contexte que nous connaissons. La transition énergétique en France et en Europe est aujourd'hui à la croisée des chemins. Des engagements forts ont été pris, des progrès incontestables ont été faits, des réalisations concrètes se sont produites sur la stratégie nationale bas carbone, sur l'accélération des renouvelables, sur l'éolien, le solaire, l'efficacité énergétique, les réseaux de chaleur, l'action de l'ADEME auprès des territoires et des entreprises. Mais les signaux d'alerte se multiplient, et cela, nous l'avons tous et toutes en tête aujourd'hui. Dans le monde, après 2 années de baisse encourageante, les financements des banques en faveur des énergies fossiles ont augmenté en 2024. La progression de l'extrême droite et des discours populistes, climato-sceptiques, de ceux qui contestent l'idée même du dérèglement climatique et l'expriment désormais sans réserve, entraîne des reculs, voire des renoncements sans précédent, y compris au sein des institutions françaises et européennes. La remise en cause même de l'existence et de l'utilité de l'ADEME, alors que nous connaissons toutes et tous ici son rôle pour la décarbonation de nos territoires et de l'industrie. Une proposition de loi sénatoriale en discussion à l'Assemblée nationale, au Parlement, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit désormais un moratoire sur les futures installations d'énergie renouvelable. Moratoire introduit par le Rassemblement national. Le vote de la loi en première lecture doit avoir lieu ce mardi 24 juin. Ce sont aussi les reculs concernant le zéro artificialisation nette ou encore les zones à faible émission, qui représentent pourtant des outils importants pour la santé, pour le climat et la préservation des ressources naturelles. Elles sont aujourd'hui supprimées ou remises en cause. Et nous n'en finissons plus des tergiversations autour de MaPrimeRénov', qui freine une dynamique environnementale et économique qui commençait enfin à être enclenchée. Soyons clairs, ce n'est pas la transition écologique et énergétique qu'il faut ralentir. C'est ce stop and go permanent. Ce sont ces zigzags. C'est la tentation de l'inaction. Tout cela doit cesser. Le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les tensions sur les ressources, les fractures sociales, tout cela nous oblige à une politique de transformation rapide et cohérente. Il n'est pas sérieux de parler de souveraineté énergétique tout en freinant les énergies renouvelables. Il n'est pas raisonnable de revendiquer l'indépendance européenne tout en subventionnant le gaz et le pétrole étrangers. Car oui, les bouleversements géopolitiques que nous vivons doivent nous mettre en alerte. Mais ils ne doivent pas être un prétexte au repli. Ils doivent être l'électrochoc qui doit nous engager plus encore dans la transition pour construire un modèle européen plus juste, plus solidaire, plus résilient, car plus indépendant. Mais ces convictions ont besoin de lieux pour se nourrir, se confronter, s'approfondir. Et les assises sont précisément ce lieu. Un lieu de dialogue, de confrontation constructive, de transversalité entre les métiers, les expertises, les expériences, les territoires. Un lieu où les idées s'échangent et où les alliances se tissent. Un lieu ouvert sur la jeunesse, dont nous connaissons l'appétence pour les métiers porteurs de sens comme ceux de la transition énergétique. C'est pourquoi cette année, les assises s'ouvrent sous le signe de la connaissance et du débat. Strasbourg était cette année capitale mondiale du livre, UNESCO, une reconnaissance qui célèbre à la fois la vitalité intellectuelle et le foisonnement culturel de notre ville. Nous avons voulu faire le lien entre ces deux engagements pour la transition énergétique et pour la culture, en vous offrant à chacune et chacun un ouvrage original écrit collectivement pour les assises. Un livre qui prolonge les échanges, qui donne à lire, à penser, à rêver, à proposer. Car il ne peut y avoir de transition sans récit.
Et il ne peut y avoir de récit sans une pluralité des expériences et des expertises, sans pluralité des voix. Pour finir, je veux ici introduire le cœur du message de ces assises, le plaidoyer que nous avons coécrit avec les co-organisateurs et que nous proposons à la signature de l'ensemble des congressistes avant de l'adresser aux responsables politiques français et européens. Je le disais à l'instant, nous sommes nombreux à constater que la transition énergétique, pourtant vitale, pas seulement pour l'Europe, mais pour l'humanité tout entière, est aujourd'hui fragilisée dans les priorités de l'agenda politique. Face à cela, les assises portent une parole forte pour la France et pour l'Europe que Strasbourg soutient pleinement. Oui, la transition doit rester une priorité politique, non négociable, pour une Europe plus souveraine, plus juste, en pleine maîtrise de son avenir. Oui, il faut des outils juridiques et financiers plus stables, plus puissants, plus décentralisés. Oui, il faut faire de la participation citoyenne une condition de légitimité et d'efficacité des politiques climatiques. Et oui, il faut que les collectivités territoriales aient les moyens de passer à l'échelle, car c'est dans les territoires, au plus près des citoyens et des entreprises, que se joue concrètement la réussite de la transition. Alors, chers amis, nous ne sommes pas là pour témoigner, nous sommes là pour agir. Nous sommes là pour montrer que transition rime avec justice et qu'en sans justice, il ne peut y avoir de transition. Et c'est ici, ensemble, à Strasbourg, que nous traçons un peu plus le chemin. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir dans notre ville pour cette nouvelle édition des Assises européennes de la transition énergétique. Alors, bons travaux, belles assises et bienvenue à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci Jeanne Barséguian. Je vous invite à me rejoindre. Et nous accueillons à présent la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Pia Ims, à nous rejoindre sous vos applaudissements également. Chers tous, mesdames et messieurs les élus, les partenaires, chers congressistes, je m'associe aux salutations déjà exprimées. À mon tour de vous dire quel plaisir, quelle fierté de vous accueillir si nombreux. Je crois que vous êtes plus de 1300 congressistes. Et c'est la première fois que l'Eurométropole de Strasbourg rejoint le comité d'organisation autour de nos partenaires Dunkerque, Bordeaux, Dijon et l'ADEME. L'Eurométropole de Strasbourg est donc très honorée de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Assises européennes de la transition énergétique et écologique au sens large. Ça a été dit, Strasbourg est traditionnellement une terre d'accueil, de dialogue. Strasbourg sait accueillir des institutions internationales, tout le monde le sait, des grands congrès économiques et scientifiques. Celui-ci, aujourd'hui dédié à la transition énergétique, est un peu particulier. Je le dirais comme ça, parce qu'il mobilise bien sûr des expertises techniques, mais il veut aussi poser la question de ce que et comment la transition énergétique est finalement un choix de société et qu'il demande des arbitrages. Et nous soulignons combien l'énergie est un bien commun et ça mérite bien un débat. Pendant 3 jours, vous profiterez d'un programme de conférences très riche. Encore une fois, merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour cela. Je pense à l'ADEME, je pense à tout ce qui fait notre écosystème territorial, je pense aux entreprises, aux établissements de recherche, je pense aux associations, aux collectivités voisines, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont présents eux aussi. Je pense aussi à nos citoyens qui sont très demandeurs aussi sur ces thématiques, sobriété énergétique, voire autoconsommation. Bref, un programme très riche, 150 rendez-vous, des ateliers, des visites, des débats, des formats pédagogiques et participatifs. Nous avons clos hier soir l'organisation du premier OFF des Assises, extrêmement intéressant, où il s'agissait de permettre la familiarisation, si j'ose dire, des familles, aussi des jeunes, des habitants sur cette thématique de la transition énergétique. Merci à tous ceux donc qui ont organisé ce congrès.
sur un territoire qui se veut un territoire d'expérimentation et d'innovation. Alors, c'est bien parce que nous portons ces convictions à l'Eurométropole de Strasbourg, où l'énergie est certes un levier de compétitivité, c'est un actif financier, c'est une ressource, mais je veux bien revenir sur cette thématique du bien commun qui est extrêmement intéressante, et je crois même qu'un philosophe est invité au Parlement européen à la clôture de ce congrès pour nous amener à réfléchir encore plus loin. Dans un monde qui est traversé par des crises géopolitiques, crises climatiques, il nous faut avoir des ambitions beaucoup plus fortes. C'est aussi celle de la souveraineté, notre souveraineté nationale et européenne, bien sûr. Alors, quels sont les thèmes qui vont être abordés dans ce congrès? La thématique de la compétitivité, mais qu'il faut aborder aussi sous l'angle de la durabilité. C'est ce que certains appelaient déjà il y a 10 ans la performance globale. J'y crois toujours et encore. L'histoire et la gouvernance de l'énergie. Comment on gère l'énergie et à quelle échelle? La coopération et la mutualisation. Avec qui? Au niveau des territoires, comment? L'équité énergétique, ça me paraît extrêmement important. Comment avoir un accès stable à l'énergie, soutenable? Et puis le rôle des citoyens qui sont des usagers, mais qui sont aussi des parties prenantes et qui peuvent et doivent être aussi les acteurs de cette transformation, et nous les sensibilisons aussi beaucoup. Il y aura aussi des ateliers autour de la précarité énergétique, bien sûr. À l'Eurométropole, ces principes font action, d'ores et déjà. Je pourrais vous parler justement du développement des réseaux de chaleur bas carbone, qui vont jusqu'aux communes de première et de seconde couronne. Donc, voilà ce qu'on appelle des schémas directeurs des réseaux de chaleur et des travaux en cours, très visibles déjà dans nos communes. Je pense au soutien aux coopératives d'énergie citoyenne. Je pense à l'appui aux rénovations énergétiques des bâtiments publics, des particuliers, des copropriétés, des bailleurs sociaux, une politique très ambitieuse. Je pense à la récupération des chaleurs fatales, industrielles. C'est le cas de cette écologie industrielle qui est déjà bien à l'œuvre au port autonome de Strasbourg, mais pas que. Je pense au projet de coopération franco-allemand innovant, bien sûr, là aussi récupération de chaleur fatale. Je pense à la rénovation énergétique et la solarisation des bâtiments publics. Nous avons un schéma directeur sur l'énergie solaire et des réalisations concrètes en cours. La sobriété énergétique, et les crises nous ont amenés à accélérer aussi évidemment cette politique, à l'expérimentation de quartiers bas carbone, et chaque fois des labellisations nationales qui le prouvent. Et j'insiste encore une fois sur la précarité énergétique. Bref, la transition énergétique est une transition systémique et il nous faut réduire les consommations d'énergie carbonée. Autrement dit, c'est aussi des alternatives bas carbone qui sont déjà à l'œuvre à l'Eurométropole de Strasbourg. Évidemment, on peut aussi souligner notre offre de mobilité décarbonée en tout premier lieu, et avec le partenariat fort avec la région Grand Est, nous portons le premier RER métropolitain hors Île-de-France. C'est ça aussi, et une offre plus large, encore une fois, de mobilité alternative et surtout décarbonée. L'écologie industrielle, je l'ai souligné, je n'oublie pas aussi une volonté forte d'aller sur l'économie circulaire jusqu'au retraitement des matériaux du BTP. Ce n'est pas rien. Voilà différentes labellisations qui montrent à quel point nos politiques sont déjà largement engagées. Engagées à l'échelle locale, engagées à l'échelle européenne, on le souhaite tous, ce qui me permet de souligner tout particulièrement en invité d'honneur, si je puis dire, la présence du Danemark, pays invité d'honneur de cette édition, mais aussi parce que le Danemark prendra dans quelques jours la présidence du Conseil de l'Union européenne. On sait que c'est un pays pionnier, engagé de longue date sur les politiques énergétiques, avec de belles ambitions, et que cela puisse nous inspirer, bien évidemment. Pour conclure, le sujet aujourd'hui n'est plus de débattre pourquoi nous faisons tout cela, mais c'est surtout de se dire comment nous allons y arriver. Nous avons aussi
évoqué tout à l'heure en conférence de presse la question des moyens financiers, mais aussi comment nous souhaitons faire. Faire, c'est aussi peut-être changer de culture politique, savoir combiner le travail avec les entreprises, avec les citoyens, avec les États. Et donc, c'est aussi tout l'enjeu de ces assises qui offrent un terrain de débat on ne peut plus important, sans oublier, comme la maire de Strasbourg l'a déjà dit, mon appel aussi à pouvoir vous engager et à signer le plaidoyer que nous vous proposons de signer dans l'espace des co-organisateurs. Cette culture devrait faire vivre donc ces assises européennes de la transition énergétique. Merci à tous et à toutes pour votre engagement, pour votre confiance, pour votre intérêt sur ces sujets on ne peut plus cruciaux aujourd'hui. Bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique. Bon congrès. Merci pour votre attention. Merci. Merci à vous. Je vous invite à rejoindre la tribune. Ces assises européennes à Strasbourg sont désormais officiellement ouvertes et je vous propose d'élargir le cercle pour débattre de la thématique de cette année, l'énergie comme bien commun, avec les co-organisateurs des assises. Et nous avons également le président de la région qui va venir nous rejoindre. Donc j'invite sur scène Patrice Vergret, Jean-Patrick Masson, Claudine Bichet, Sylvain Wasserman et Franck Leroy. Venez vous installer. Voilà, faites votre plan de table, il n'y a rien de défini. En tout cas, merci à tous, une belle tribune pour évoquer l'énergie comme bien commun pour démarrer ces assises avec voilà des éléments de débat évoqués par Jeanne Barséguian et Pia Ims pour démarrer et lancer ces sujets. Jean-Patrick Masson, alors vous serez le prochain organisateur de ces assises à Dijon. Vous êtes vice-président de Dijon Métropole en charge de la transition écologique et de la rénovation énergétique. Eh bien, je vous propose d'ouvrir ce débat sur ce thème annuel des assises à Strasbourg, l'énergie comme bien commun. Quel est votre regard? Alors, bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est un thème, d'abord, qui est un thème particulièrement rassembleur. C'est-à-dire que bien commun, on entend tous par le fait que ça nous concerne tous. C'est déjà un élément, pour moi, assez important. La deuxième chose, c'est de regarder que ce bien commun, il est abordé selon les territoires, selon ce qu'on est, de manière très différente. Et finalement, à mes yeux, en tous les cas, il n'y a pas de règles du jeu autour de ça. Il y a simplement des histoires, il y a simplement des trajectoires. Si je prends celle que je connais le mieux, celle de mon territoire, on est tourné comme vers la population. Pour prendre un exemple très concret, on a, je crois que c'est d'ailleurs le plus grand site d'autoconsommation collective de France, c'est un programme européen qui s'appelle Response, où l'objectif, c'est pas seulement de faire de l'autoconsommation collective avec la population, c'est de les faire dans un contexte très particulier. Et on parlait tout à l'heure de justice, de côtés sociaux, c'est dans un quartier politique de la ville que nous développons ça, avec des gens qui ont des préoccupations très éloignées de cela. Et un des objectifs essentiels, c'est pas seulement de mettre des panneaux solaires, c'est pas seulement d'avoir une technique qui permette de distribuer l'énergie, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'électricité, mais aussi de réseaux de chaleur, mais aussi de sobriété, enfin voilà, tous les éléments qu'on rencontre habituellement. C'est que la population, ceux qui sont concernés, c'est un peu plus d'1 millier d'habitants, travaillent ensemble, prennent conscience ensemble des éléments et surtout pensent et donc constatent que ça les concerne directement et qu'ils peuvent agir. Donc finalement, le bien commun, c'est un vecteur qu'il convient d'utiliser pour que les uns et les autres prennent conscience de leur potentiel d'action. Et moi, je crois que c'est un élément, en tous les cas, qui est peut-être fondamental pour qu'on se réapproprie notre destin commun et pas ce qu'on constate la plupart du temps, c'est-à-dire les égoïsmes et le repli sur soi. Donc c'est vraiment dans ce contexte de vent en face que c'était vraiment important d'aller au plus proche des citoyens, de leur prouver que cette transition énergétique, finalement, ils en sont les premiers bénéficiaires. En tout cas, c'est ce que j'entends dans cet exemple.
Alors, effectivement, ils en sont les premiers bénéficiaires, mais ils en sont, enfin, j'insiste là-dessus, ils ne sont pas les premiers bénéficiaires égoïstement seuls. Ça ne fonctionne que si on est avec les autres. Et dans la logique de bien commun, c'est ça. Peut-être un exemple plus précis que vous aviez envie de développer. Alors, je sais que vous avez eu même une dérogation réglementaire pour, enfin, quand on veut, on peut. C'est ça, en fait, que vous voulez illustrer aussi. Oui, en fait, on peut. Là aussi, c'est en commun. Hein, c'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai insisté assez lourdement auprès de la DGEC, pour pas dire plus, et des ministres qui se sont succédés pour qu'il y ait une dérogation au transport de l'énergie électrique. Vous savez que la règle, c'est 1 km. Et aujourd'hui, par dérogation, on peut transporter de l'énergie électrique sur la totalité d'un EPCI, ce qui est quand même intéressant, et particulièrement en ce qui nous concerne, puisque nous souhaitons décarboner les transports et donc alimenter notre tramway grâce à des champs photovoltaïques sur des espaces de parking notamment, mais pas que. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler à ce que sur un territoire, on soit en circuit court, finalement, et qu'on bénéficie, et ça a été dit, rappelé juste avant, qu'il nous faut importer moins d'énergie fossile. Il nous faut aller vers réellement des systèmes qui nous permettent, et c'est un de mes amis qui disait toujours ça, de garder l'argent à la maison. Et en fait, c'est bien de cela dont il s'agit. C'est pas, comment dire, pour le commun des mortels, on va dire ça comme ça, qui soit celui qui est transporté, que ce soit celui qui habite, que ce soit celui qui travaille, c'est avoir une stabilité, une vision dans le temps et un prix, puisque quand nous produisons, nous avons une visibilité sur le prix de long terme, un prix qui soit stable dans le temps. On l'a vu avec les crises successives, notamment celle de 2022 sur le prix de l'énergie, combien nos pays, et je dirais presque nos civilisations, sont fragiles sur ce sujet. Merci beaucoup pour ces exemples très concrets. Claudine Bichet, vous êtes juste à côté. Comment s'incarne sur le territoire de la métropole de Bordeaux, et bien finalement cette énergie comme bien commun à travers quelques exemples là aussi de la transition en route sur votre territoire? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être ici à Strasbourg, d'avoir traversé toute la France. J'en suis vraiment ravie. Heureuse d'être là parce que c'est un moment annuel que l'on a et qui, je crois, est particulièrement précieux en ces temps difficiles sur la transition énergétique. Donc, je pense qu'effectivement, on a besoin de se rassembler, on a besoin de débattre, d'échanger, de faire progresser globalement nos idées. Et ce que je voudrais dire par rapport à la thématique, l'énergie, un bien commun, elle fait particulièrement écho à ce que nous portons dans notre projet politique à Bordeaux, car nous avons mis les communs au cœur de notre projet politique, projet urbain, de façon à faire en sorte que l'urbain soit au service de l'humain et certainement pas l'inverse, que la ville ne soit pas considérée comme un agrégat de bâtiments, mais plutôt comme un groupe de citoyennes, de citoyens qui sont unis par un lien sur un territoire partagé. Et ce lien, c'est le lien social. Le lien social, c'est ce grâce à quoi une ville tient debout, une société tient debout, et c'est vraiment ce à quoi nous employons chaque politique publique que nous portons. Le projet urbain, c'est pour tisser ce lien social. Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça s'exprime dans plein de projets. La végétalisation de l'espace public, certes, c'est pour répondre aux impératifs climatiques, mais c'est aussi pour créer des espaces de vie partagés, faire que l'espace public soit le jardin de ceux qui n'en ont pas, et comme aime à le dire Pierre Remig, maire de Bordeaux, le climatiseur de ceux qui n'en veulent pas. Donc c'est ça, notre philosophie, celle que nous portons. Et l'énergie fait totalement partie de ce projet. Nous investissons chaque mètre carré de la ville, avant tout sur notre patrimoine public, de manière à pouvoir produire cette énergie, l'énergie de notre territoire. Aujourd'hui, nous avons comme projet de solariser 60 000 mètres carrés sur ce mandat, sur le patrimoine de la ville, de façon notamment à atteindre un objectif de 41% d'autonomie énergétique, c'est-à-dire
produire localement 41% de ce que nous consommons. Nous en sommes aujourd'hui, au moment où je vous parle, déjà à 30%. On va dépasser cet objectif. Donc on voit bien qu'à travers cette logique de produire du renouvelable localement, on porte cet objectif de souveraineté qui va nous mettre à l'abri des futurs chocs énergétiques qui vont se produire sans nul doute, malheureusement. Mais on voit bien que le contexte est globalement très, très incertain sur ce sujet. Et l'idée toujours au sujet de l'énergie, au-delà de faire en sorte que notre patrimoine puisse produire le maximum d'énergie qui va profiter à la collectivité, nous portons aussi des projets de production en autoconsommation dès qu'on le peut sur notre patrimoine, autoconsommation collective. Et d'ailleurs, on a un très beau projet très emblématique de solariser la base sous-marine de Bordeaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce bâtiment. Ça a été construit pendant la Seconde Guerre. C'est un bâtiment unique qui servait à abriter les sous-marins allemands. Il est indestructible parce que les murs font plusieurs mètres d'épaisseur et il a une toiture de plus de 25 000 mètres carrés. Eh bien, on va solariser cette toiture, 22 000 mètres carrés qui vont être ainsi solarisés, et on va faire en sorte que tout le quartier qui environne la base sous-marine puisse utiliser cette énergie produite. Projet commun également, l'idée c'est bien sûr de faire avant tout avec nos moyens de collectivité, mais c'est aussi d'embarquer tout le territoire dans cette logique, faire de l'énergie une thématique qui nous rassemble, qui nous réunit. Et donc on a dans ce but créé l'Alliance de Bordeaux pour le solaire. L'idée c'est vraiment de fédérer tous les acteurs du territoire, que ce soit des collectivités, des partenaires publics, des entreprises, des associations, pour être dans un objectif de solarisation maximum. Chaque mètre carré solarisable doit être solarisé, c'est notre mantra, et on crée une communauté qui va, on l'espère, permettre d'atteindre cet objectif. Et c'est en apportant toutes ces preuves finalement sur le territoire que vous réussissez à continuer à embarquer les citoyens dans ce contexte, de garder le cap dans un contexte de vent de face, comme vous le dites. Alors effectivement, l'objectif c'est d'embarquer le maximum de monde, les citoyens, les entreprises, tous les acteurs qui font le territoire, créer les projets les plus vertueux possibles pour le territoire. Et je voudrais aussi dire un mot parce qu'on a eu un engagement extrêmement fort sur les réseaux de chaleur urbains. En 5 ans, on a créé autant de réseaux de chaleur qu'il en avait été conçu dans les 60 années précédentes. À travers ces réseaux de chaleur, on crée une énergie qui est déjà décarbonée avec plus de 80% d'ENR. Et aussi et surtout, on garantit un prix fixe, stable, sur 25-30 ans. Dans le contexte actuel, je pense que nos concitoyens sont tout à fait en mesure de comprendre tous les bénéfices qu'ils ont à avoir de ces projets. Et ça fait aussi partie de ce qu'on cherche à promouvoir sur notre territoire. Et effectivement, à démontrer territorialement que cette transition, elle est possible. Et je pense que tous les jours, nous œuvrons pour montrer que oui, c'est possible et montrer les chemins qui permettent d'y arriver par rapport à la thématique qui est les biens communs, mais également comment on fait le lien entre territoire et Europe. La conviction qu'on porte, c'est que la transition, elle ne passe que par les territoires, et notamment quand on parle de production d'énergie renouvelable, on ne pourra jamais rien faire sans les territoires, et que l'on a besoin de prendre en compte les logiques territoriales et nos besoins. Aujourd'hui, ils sont trop peu pris en compte, que ce soit à l'échelle nationale et européenne, et d'où l'intérêt de ce plaidoyer, effectivement, pour pouvoir porter tout ce que nous souhaitons mettre justement au bénéfice de cette communauté qui doit progresser vers un monde décarboné. Et ce collectif, il est plus qu'essentiel aujourd'hui. On le voit, tous les jours, on a une brève qui nous annonce des reculs.
on doit bien sûr faire face à ça. Et je crois que c'est essentiel aujourd'hui de faire communauté. Et ces assises sont une communauté agissante, je crois, qui permet de montrer que c'est possible. Et en tout cas, c'est vraiment ce qu'on veut incarner à Bordeaux. Et on espère beaucoup plus globalement et largement avec toutes les personnes qui sont ici présentes. Voilà. Merci beaucoup, Claudine Bichon. Oui, effectivement, c'est important d'embarquer tout le monde. Jeanne Barseguin a rappelé ce récit aussi inspirant, nécessaire. Et donc, voilà, pour embarquer les citoyens aussi dans cette aventure qui, eux, sont un peu... voilà, en ce moment, c'est pas facile de se faire une idée dans les médias notamment. Patrice Vergrit, président de la communauté urbaine de Dunkerque, maire de Dunkerque, vous étiez l'organisateur des dernières assises à Dunkerque. Que vous inspire ce terme d'énergie comme bien commun qui est vraiment particulièrement d'actualité? Là, en ce moment, on en a besoin. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, peut-être un mot sur Dunkerque, sur le plan énergétique, juste pour vous dire que c'est la première plateforme énergétique d'Europe. C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale, 5,4 gigawatts, donc ça vous donne une idée de ce qu'est le bassin dunkerquois. C'est aussi un très grand bassin industriel. Et puis un autre chiffre qui est assez symbolique, c'est 21% des émissions de carbone industrielles de France, c'est Dunkerque. Donc quand on veut décarboner la France, on commence par décarboner Dunkerque. On aurait déjà fait un cinquième du boulot. Voilà un petit peu d'où je parle. Et cette idée d'énergie bien commun me renvoie à 3 idées très rapidement. D'abord, évidemment, le fait qu'à partir du moment où c'est un bien commun, c'est un enjeu géopolitique et donc ça pose des questions de souveraineté. À qui faisons-nous confiance pour nous délivrer l'énergie ou devons-nous compter sur nous-mêmes pour pouvoir la produire et pouvoir l'utiliser? Donc cette question de la souveraineté, elle est évidemment au cœur de la notion de bien commun. Évidemment, le deuxième mot qui vient, et ça a été dit à plusieurs reprises, c'est la justice. Si c'est un bien commun, ce doit être un bien juste. Et juste, à mon avis, dans 2 acceptions. Une acception connue, j'ai envie de dire, en direction des plus défavorisés, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir isoler leur logement, ceux en général qui souffrent le plus des problématiques de passoires thermiques, par exemple. Je suis président de l'ANRU par ailleurs, et je le vois bien dans les quartiers de la politique de la ville. C'est là où aujourd'hui nos concitoyens souffrent le plus des problématiques énergétiques. Donc les efforts qui sont faits par l'ANRU, par exemple, dans les quartiers de la politique de la ville, c'est aussi une façon d'accompagner la transition énergétique. La rénovation énergétique. La rénovation énergétique dans les quartiers de la politique de la ville, c'est effectivement une œuvre de justice sociale. Il y a une autre dimension de justice que je voudrais évoquer parce qu'elle est moins évoquée. C'est celui du refus du passager clandestin. Parce qu'aujourd'hui, on le voit finalement, les populations qui acceptent la production de renouvelables, donc je pense chez moi, dans les Hauts-de-France, il y a un gros débat sur l'éolien. La population qui accepte n'a pas d'avantage par rapport à celui qui refuse. Or, moi, chez moi, à Dunkerque, on a un programme qui s'appelle Éco-Gagnant. C'est quand on fait un geste pour l'environnement, on gagne en pouvoir d'achat. Et ça se concrétise comment, ce geste C'est le bus gratuit, par exemple. Quand vous prenez le bus à Dunkerque, vous faites des gains de pouvoir d'achat qui sont... Mais on a la même politique sur l'eau, on a la même politique sur d'autres thématiques. Mais c'est cette idée qu'à partir du moment où on accepte de la production énergétique éolienne, par exemple chez nous, c'est-à-dire renouvelable, on devrait avoir un avantage. Or, aujourd'hui, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire aux territoires qui refusent aujourd'hui le renouvelable, la production de renouvelables, ils payent l'électricité pareil que ceux qui l'acceptent. Et donc, je pense qu'à un moment donné, la justice, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le militant, quelque part, ou celui qui est engagé, celui qui a compris que la planète était un enjeu demain, il y ait aussi un avantage en pouvoir d'achat. Moi, j'ai vu qu'à partir du moment où on met le pouvoir d'achat comme un levier de transformation des comportements, ça marche mieux que la morale. Et juste un dernier point, dans cette idée de bien commun, elle renvoie aussi au temps long. Je suis frappé quand même de voir à quel point les politiques publiques se sont raccourcies sur le plan temporel. C'est difficile aujourd'hui de penser des objets pluriannuels, des politiques publiques pluriannuelles, de regarder au-delà du mandat, de regarder au-delà même parfois des 6 mois ou des 1 an au niveau de l'État aujourd'hui, on en est à peu près là. Et ça pose question quand même, parce qu'on n'engage pas une transformation aussi lourde. Quand on parle à chaque fois de 2050, 2050, c'est quand même dans 25 ans. Donc si on n'est pas capable de se projeter sur les prochaines 25 années, il y a quand même un petit problème de fond, quoi. Donc, se projeter politiquement et en donnant de la visibilité aussi sur la rentabilité des infrastructures, c'est aussi se donner des outils pour le faire.
Là aussi, je pourrais donner des exemples très forts. Si on compte sur, par exemple, le budget de l'État pour avoir des politiques pluriannuelles, on voit aujourd'hui à quel point il est pris par des enjeux conjoncturels. Donc il faut trouver d'autres outils de financement, d'autres outils qui permettront effectivement de tenir des politiques publiques dans le temps long. Prenez la politique de transport, on ne peut pas chaque année rediscuter des enjeux de la politique de transport ou même du logement. Donc ces questions-là nécessitent des nouveaux outils, une nouvelle façon d'aborder des choses qui ne permet plus de penser l'année prochaine, mais de penser dans les 20 prochaines années. Et ça manque terriblement dans notre pays, qui n'arrive plus à développer des politiques de prévention qui anticipent l'avenir, mais qui restent sur un horizon beaucoup trop court. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait changer? La table ronde d'après, on parlera de gouvernance. Selon vous? Je le redis, de nouveaux outils. Alors on pourrait détailler, je l'ai évoqué là aussi avec ma casquette en rue récemment. Je pense par exemple à des outils qu'on n'utilise pas assez, le principe de recettes affectées ou de taxes affectées, qui permettraient de se donner une visibilité à plus long terme à l'échelle nationale aujourd'hui, ce qui n'existe pas. Mais je pense qu'il faut sortir de la logique du budget de l'État qui est beaucoup trop conjoncturel. Moi, je ne fais plus confiance au budget de l'État pour faire du pluriannuel. Merci beaucoup. Sylvain Wasserman, président de l'ADEME. Qui œuvre l'ADEME aux côtés alors à la fois des citoyens, des entreprises, des industriels pour les accompagner dans cette transition énergétique chaque jour avec des résultats extrêmement concrets. Vous, l'énergie comme bien commun, c'est dans votre ADN, si j'ai envie de dire. Oui, merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici à Strasbourg par définition, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup évidemment. Mais ces assises, elles sont particulières parce qu'elles interviennent à un moment particulier, à un endroit particulier parce qu'évidemment on est dans la capitale européenne, mais on est aussi dans un territoire qui a des acteurs locaux de l'énergie, avec des entreprises locales de distribution et qui ont fait de leur mission la transition énergétique du territoire. Et c'est pas étranger au fait que l'essor des réseaux de chaleur décarbonés, par exemple, prenne tout leur sens ici. Donc l'endroit est particulier et particulièrement inspirant pour la transition écologique qui, je l'ai souvent dit, écrit, sera territoriale ou ne sera pas. Donc la clé, elle est ici, sur les territoires. Bien sûr, les cadres qu'on vote à Paris sont importants, mais enfin, ce qui fait le succès ou l'échec d'un projet de transition écologique, c'est sur les territoires. Est-ce que les citoyens sont avec eux? Est-ce que les élus sont porteurs et inspirants? Est-ce que les acteurs économiques sont là? Donc tout ça se joue sur les territoires. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un moment particulier de la transition énergétique, si on se parle spécifiquement de l'énergie. Et si je voulais le résumer d'une phrase, je dirais que c'est le moment où on doit choisir entre affirmer notre souveraineté ou tout simplement abdiquer. Abdiquer, ce serait continuer à accepter que 60% de notre énergie en France, elle est carbonée encore. Et combien de temps allons-nous accepter que nos concitoyens, dans leurs logements sociaux, dans leur vie de tous les jours, soient soumis au prix incontrôlable des marchés mondiaux de l'énergie. Quand un élu fait un réseau de chaleur, on peut voir ça comme une solution technique, on peut voir ça comme une solution pour la planète, et c'est vrai que ça l'est, mais enfin, on peut voir ça aussi comme une façon de protéger nos concitoyens contre ces variations incontrôlables des prix de l'énergie. Rappelez-vous, 2022, le prix du gaz fait x10, ça crée des situations où des entreprises nous disaient « mais si ça dure 4 mois, je disparais en fait, je mets la clé sous la porte ». Et donc ça, c'est le premier point, affirmer notre souveraineté à un moment où il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, il est 60% d'énergie fossile contre les 40% d'énergie décarbonée. Et certains voudraient orchestrer des combats à l'intérieur de ces 40%, ou même à l'intérieur des 25% qui est la part de l'électricité dans notre mix. Et ça, c'est le faux combat. Et je le dis à un moment où l'Assemblée va prendre une décision importante, avec l'amendement fameux 486 qui a été voté et adopté, qui met un moratoire sur tout nouveau projet d'éolien en mer, d'éolien terrestre, de solaire, qui arrêterait donc du coup, par exemple, l'agrivoltaïsme d'un coup de crayon, qui menacerait 150 000 personnes qui travaillent au quotidien sur ces énergies-là. Et je sors de mon rôle, mais je le dis, ce serait une erreur grave. Et il faut faire confiance au Parlement pour reprendre la raison, le chemin de la raison, et bien sûr poser des questions, et c'est le rôle du Parlement, et des débats démocratiques sur le coût, sur les équilibres, sur les mix. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, décider
de mettre un gel en attendant qu'un rapport indépendant soit fait sur le mix idéal. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Donc il faut revenir à la raison. Faisons confiance à notre Parlement pour prendre des décisions qui ne soient pas aussi graves que Surtout celles que qui les rapports qui se existent. sont... Enfin, les rapports existent, les scénarios existent. On a déjà beaucoup de scénarios ont été créés. Ouais. Mais le deuxième point sur lequel je vais insister, au-delà de ce premier point qui me paraît vraiment majeur et qui est d'une pleine actualité, c'est l'impact et l'importance pour le monde économique. Quand je disais affirmer notre souveraineté, je fais un tour de France en ce moment sur des acteurs du monde économique. J'étais à Angers, à Marseille, ici à Strasbourg la semaine dernière, la semaine prochaine à Bordeaux. Qu'est-ce que me disent les entreprises? Elles me disent pas, bon alors moi je suis très... enfin, elles ne se décarbonent pas pour nous faire plaisir, tout engagé qu'on soit. Elles se décarbonent parce que le sujet de la décarbonation et de la transition énergétique, en l'occurrence pour elles, se rapproche de leur cœur de stratégie. Parce que j'étais avec une entreprise qui fabrique du carbonate de sodium qui sert à la fabrication des vitres de voitures et des vitres des logements dans le bâtiment, qui me dit mais si je me décarbone pas, l'architecte qui calcule ses points carbone, la voiture qui calcule son impact carbone, il exige que je me décarbone. C'est pas un choix, c'est une nécessité. Et c'est vrai avec un verrier dans l'Orne dont je parle souvent, qui me disait, moi, 70% de mon chiffre d'affaires, il est perdu si je me décarbone pas, parce que mes donneurs d'ordre sont des grands groupes qui ont choisi cette décarbonation et qui l'exigent de ses sous-traitants. C'est vrai aussi pour une petite entreprise que j'ai vue, sous-traitant de la pharma en Haute-Savoie, pardon. Donc, les entreprises se décarbonent parce que c'est une question de pérennité. Et lorsqu'on travaille, nous, l'ADEME, modestement à notre place, mais lorsqu'on travaille, lorsqu'un chef d'entreprise, une femme ou un homme qui dirige une entreprise fait le choix de la décarbonation, fait le choix de cette énergie locale, souveraine, renouvelable, ou de l'électrification au sens large, eh bien, elle garantit son avenir, elle se projette dans l'avenir, et du coup, elle protège l'emploi. Donc moi, je vous invite dans ces assises à se dire que finalement, il faut qu'on porte aussi un autre regard sur la transition écologique. Bien évidemment, et on en est tous conscients, il y a un enjeu carbone majeur. Mais enfin, Patrice le disait très bien, il y a un engagement, un enjeu de souveraineté, et puis de protéger nos concitoyens, les protéger contre ces variations des prix de l'énergie, je le disais, des prix de l'énergie fossile sur les marchés mondiaux d'une part, et protéger nos emplois avec des entreprises qui arrivent à se projeter dans l'avenir, dans un monde plus décarboné. Voilà, donc j'invite à avoir ce regard, parce que sinon on se trompe de combat, et je sais que toutes les personnes qui sont là par construction sont convaincues et sont engagées. Il faut qu'on arrive à avoir ce message de mobilisation en se disant bien que prendre le chemin de la transition énergétique aujourd'hui, et la transition écologique au sens large, c'est prendre le chemin vers plus de souveraineté, bien sûr pour le climat, mais aussi pour protéger les emplois, le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Merci. Merci beaucoup, Sylvain Waserman. Alors, Franck Leroy, vous êtes président de la région Grand Est, vous venez de publier une tribune qui fait quand même écho à ce que l'on vient d'entendre. Vous, l'énergie comme bien commun, comment vous le percevez aujourd'hui, particulièrement dans cette actualité? Alors admettons, bonjour à tous déjà, admettons que jusqu'ici ce n'était pas un bien commun. Il y avait ceux qui avaient de l'énergie et ceux qui n'en avaient pas. Si on avait des situations de précarité énergétique, c'est bien qu'on n'avait pas un égal accès à l'énergie, et qu'en tout cas, elle pesait sur le pouvoir d'achat de certains plus que sur d'autres. Par ailleurs, l'Europe s'est développée depuis des dizaines d'années en cultivant une forme de dépendance énergétique. Ce qui change aujourd'hui, c'est que, à travers notamment le débat sur les énergies renouvelables, on démontre que partout sur le territoire, on est capable de produire de l'énergie. Avec des retombées. Avec des retombées locales, c'est-à-dire qu'on est capable de créer de la valeur ajoutée territoriale qui revient sur les territoires, qui permet à des communes, à des entreprises, à des particuliers qui savent se fédérer, à créer des systèmes énergétiques avec évidemment le principe extrêmement important de l'autoconsommation collective qui permet de bénéficier véritablement des progrès de la technologie et d'une énergie qu'on produit localement. Et ça change beaucoup de choses. Parce que jusqu'ici, on manquait pas d'énergie en France. On avait des grands distributeurs. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, j'essaie de m'en débarrasser. Un verre d'eau. On avait des grands producteurs
qui fournissaient de l'énergie à partir du nucléaire ou à partir de centrales thermiques. Et on ne se préoccupait pas de savoir d'où venait l'énergie, comment elle était produite. Le réchauffement climatique a ouvert notre regard sur la manière dont on produisait cette énergie qui était très largement carbonée. Aujourd'hui, on s'est fixé comme objectif non seulement de boire un coup, mais c'est important par les temps qui courent de s'hydrater. Mais de faire en sorte que partout on produise de l'énergie et que partout cette énergie soit la plus renouvelable possible. Dans la région Grand Est, on est aujourd'hui la première région française à faire que plus de 50% de notre électricité est d'origine renouvelable, avec pourtant 3 centrales nucléaires importantes. Donc le mix. Il n'y a pas d'opposition entre les énergies bas carbone. En aucun cas. Opposer l'un à l'autre, c'est une ineptie. On a besoin évidemment d'énergie pilotable, bas carbone, et on a besoin aussi de l'énergie que nous procure la nature, les conditions géographiques, physiques que nous vivons. Quand on fait de l'hydroélectricité le long du Rhin depuis des dizaines d'années, c'est une énergie totalement vertueuse et pilotable en plus. Quand on est capable demain de faire de la méthanisation à partir des produits de la biomasse, c'est vertueux. C'est du gaz qui viendra remplacer du gaz d'origine fossile. Quand on fait de l'éolien, quand on fait du photovoltaïque, quand on fait du solaire, quand on multiplie les sources d'énergie, on gagne en indépendance énergétique, en autonomie énergétique, en souveraineté énergétique. 2, c'est une énergie qu'on produit localement, qui va donc créer de l'emploi localement, qui va justifier que bon nombre de jeunes se forment dans des établissements, dans nos lycées notamment, pour être demain des acteurs de la transition écologique. Les besoins en compétences sont énormes en plus. Bien sûr. Toute la filière des énergies. Et je peux vous assurer que essayer l'énergie renouvelable, c'est l'adopter. Pour reprendre un slogan qui existait autrefois. Je veux dire par là que je vis sur un territoire. Je me déplace sur tout le territoire du Grand Est. Partout où on a essayé l'énergie renouvelable, il n'est pas question de revenir en arrière. Au contraire, les élus nous en réclament davantage. On a aujourd'hui des villages qui souhaitent acheter leur éolienne pour, évidemment, être plus autonomes en énergie. On a des centrales photovoltaïques sur des friches, par exemple, qui sont les plus vertueuses, qui permettent là aussi de susciter une participation des citoyens au capital de ces entreprises, au capital de ces projets qui bénéficient à tous. Ça veut dire que concrètement, ce moratoire peut couper net tous ces projets-là ? Oui, non mais ce moratoire est une absurdité totale. Absurdité totale. Le Parlement se déshonore en votant des amendements de ce type. Alors, ce n'est pas tout le Parlement qui a voté. Il y avait assez peu de votants dans cette séance. Et j'ai bon espoir qu'aujourd'hui, quand il y aura un peu plus de monde dans l'hémicycle, ce projet de loi sera corrigé sur ce point. C'est l'inspiration du Rassemblement national, qui est dans une attitude de climato-scepticisme absolu. Et d'opposition des énergies. Voilà, je pourrais vous envoyer les interventions au Conseil régional de certains intervenants du Rassemblement national. Trump est un enfant de cœur à côté. C'est vous dire... donc ils sont dans le déni total. Nous sommes dans le pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de projets territoriaux qui, à l'échelle quasi individuelle ou à l'échelle collective, sont en train de se développer aujourd'hui, nous donnent plus d'autonomie, plus de souveraineté, nous apprend aussi à penser l'énergie autrement, nous apprend aussi, parce que c'est important, à faire de la sobriété énergétique une pratique plus régulière, à réutiliser, ça a été évoqué tout à l'heure par Pierre Hims, les énergies de récupération, la chaleur fatale, qui sont importantes. Et quand on sait qu'à Strasbourg, ici, on est capable demain de se chauffer grâce à l'énergie fatale des aciéries de Kehl de l'autre côté du Rhin, c'est quand même des boucles vertueuses qui viennent en substitution d'énergie carbonée que nous utilisions massivement jusqu'ici. Donc c'est une combinaison. Donc les solutions existent. Chacun ici a porté sa part ou son exemple autour de ces solutions. Je pense qu'il faut les généraliser. Et c'est pour cela que c'est plus qu'un bien commun, c'est un enjeu commun. Pour que ça devienne un jour un bien commun. Et je pense qu'on a dans ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, un potentiel absolument énorme. Autre sujet également, l'acceptabilité des énergies renouvelables. J'ai inauguré la semaine dernière dans mon territoire, à l'ouest de la région, du côté d'Épernay, un nouveau champ éolien avec une acceptabilité totale de la population, avec simplement effectivement des entreprises qui savent y faire, qui savent écouter. Alors c'est quoi les clés de l'acceptabilité des énergies renouvelables? Parce que les panneaux, les grands champs de panneaux photovoltaïques, c'est pareil. Non, mais expliquer, démystifier,
faire partager les projets par les habitants. Et les retombées aussi. Et les retombées. C'est bien entendu mettre l'ensemble des habitants, leur mettre le pied à l'étrier et les faire accompagner ces projets. Et puis il y a tout l'écosystème aussi. Alors je pense aussi aux gigafactories dont on parlait pour les flexibilités. Enfin, de façon générale, c'est aussi des emplois à la clé. Donc il y a aussi comment est-ce qu'on arrive au-delà de notre cercle, là où on est tous à peu près convaincus ici, qu'il faut y aller, que c'est le bon chemin. Il y a un gigantesque travail de pédagogie à faire. L'ADEME le fait beaucoup et évidemment on soutient totalement l'ADEME. Tu le sais, Sylvain, parce que l'ADEME est un pilier de la transition écologique dans notre pays. On est d'ailleurs associé dans une marque qui s'appelle Climaction depuis bientôt une dizaine d'années et ça fonctionne très bien. L'ADEME nous fait confiance et nous confie son fonds chaleur. C'est la région qui gère le fonds chaleur de l'ADEME à l'échelle du Grand Est. C'est dire qu'on travaille entre nous de manière très étroite. Dernier enjeu que je voudrais évoquer, et Patrice Vergret l'a évoqué compte tenu des caractéristiques de son territoire, c'est l'industrialisation. La décarbonation de nos industries, c'est absolument fondamental. Mais l'émergence des énergies renouvelables de demain, c'est aussi l'émergence de filières industrielles qui vont nous permettre de produire ces énergies, de massifier ces énergies vertueuses. J'ai en tête l'exemple d'Holosolis qui va être la plus grosse usine européenne de fabrication de panneaux photovoltaïques, 100% européen, 100% européen, plus un pourcentage d'origine chinoise. Voilà, c'est ça aussi de la reconquête industrielle, de la reconquête écologique. Aussi qui se met en place c'est derrière. Des milliers d'emplois, 2200 emplois créés. Une école du photovoltaïque pour produire de plus en plus de jeunes en capacité d'avoir le talent pour aller travailler et fabriquer ces panneaux. Voilà, c'est donc un cercle vertueux que nous inventons ensemble à l'échelle des villes, à l'échelle des métropoles, à l'échelle des départements et des régions. Je pense qu'on est en mouvement là où l'État est un peu paralysé par des enjeux politiques, je dirais même politiciens, par une absence de majorité. Je pense qu'on peut apporter la démonstration que sur les territoires, nous avançons, et ça c'est un message fort qu'attendent nos concitoyens. Eh bien, merci beaucoup pour ces messages extrêmement concrets et porteurs d'espoir aussi dans ces temps complets. Je voudrais terminer cet échange, cette table ronde avec vous deux, les organisateurs de Strasbourg cette année. Vous avez fait un boulot énorme pour faire vivre ces assises. Peut-être Pia Ims pour commencer. Nous terminerons par Jeanne Marseguian. Oui, merci beaucoup. Je veux bien reprendre des éléments qui ont été donnés et auxquels nous adhérons tous, et même tous ceux vous êtes dans la salle. Le constat de cette actualité, de ce que des politiques nationales sont en train de détricoter, des politiques territoriales engagées. Or, nous n'avons pas envie de renoncer à ces ambitions inscrites dans nos plans climat respectifs, bien évidemment. Ça, c'est le premier point. Il a été dit, faisons confiance aux collectivités. Nous avons souligné tout à l'heure que les collectivités portent 70 à 80% de l'investissement public. De toute façon, nous sommes les acteurs. Et donc, je crois que cette confiance doit être donnée. Et je voudrais souligner ce que disait aussi Patrice Vergret tout à l'heure. On ne pourra avancer que si nous sortons des logiques budgétaires annuelles. Il nous faut des plans pluriannuels d'investissement, ce que nous avons bien à l'échelle territoriale. Mais c'est à l'échelle nationale que ça pêche. Et donc, nous manquons de visibilité sur des politiques de financement de ces transitions énergétiques et écologiques. Et c'est là que, encore une fois, étant un acteur local, une valeur ajoutée territoriale a bien son sens. Et je pense que ça mérite d'être dit. Et pour conclure, au bout du bout, pédagogie, acceptabilité vont de pair. On l'a vu récemment aussi sur un sujet aussi délicat comme la ZFE, sur des sujets aujourd'hui, quand on parle de l'éolien. À nouveau, nous sommes au plus près de nos concitoyens pour expliquer et faire cette pédagogie. Donc, il faut continuer à nous faire confiance. Merci beaucoup, Yahims. Jeanne Marseguian, on termine avec vous, et vous avez commencé déjà à planter le décor tout à l'heure. Et j'ai vraiment retenu comment inspirer les citoyens dans cette transition énergétique, comment les embarquer, tout simplement. Bon, déjà, je trouve que le fait de poser le droit à l'énergie, le droit d'accéder à l'énergie comme
un bien commun. Je trouve que déjà philosophiquement, c'est un changement de paradigme qui va mettre l'accès à l'énergie sur le même plan que d'autres besoins vitaux comme l'accès à l'eau, à l'air, à la nourriture, à un toit. Et donc je pense que c'est un changement de paradigme important qui pose l'accès à l'énergie comme étant un droit universel et un droit fondamental pour l'humanité, quelle que soit la situation sociale. Et d'ailleurs, j'avais cette discussion il y a peu avec des associations de locataires qui faisaient le parallèle avec la sécurité sociale et en me disant finalement comment est-ce qu'on peut avoir un système qui va garantir cet accès à une énergie abordable, quelle que soit la situation sociale pour chacun et chacune de nos concitoyens. Et je trouve que c'est intéressant de poser le débat de cette manière. Je voulais insister sur le fait qu'à Strasbourg, ça a été dit, mais on a des entreprises publiques locales historiques, certaines historiques, une qui a été dirigée par Sylvain Wasserman, RGDS maintenant Aster Energys. Là, c'est une société d'économie mixte. On a aussi des organisations que nous venons de créer, Société publique locale SER, en matière de création d'énergie renouvelable sur le patrimoine de nos collectivités. Moi, je crois beaucoup à ces modèles et je le dis, c'est grâce notamment à nos entreprises publiques locales, SEM et SPL, que nous sommes en capacité de massifier cette décarbonation de nos territoires. Donc je voulais insister sur ce système de gouvernance qui va nous permettre d'avoir une coopération entre les acteurs publics et les acteurs privés qui nous permettent vraiment de massifier. Et Franck Leroy évoquait le projet de la SEM calorique et Strasbourg. Là aussi, c'est une société d'économie mixte dans laquelle d'ailleurs la région est également actionnaire, que j'ai l'honneur de présider. On est là aussi dans cette logique avec, et là la notion de bien commun prend tout son sens. On unit nos destins énergétiques entre la France et l'Allemagne, par-delà le Rhin, à travers une conduite de chaleur sous le Rhin qui va permettre effectivement de récupérer la chaleur fatale de l'aciérie allemande de Kiel pour l'injecter dans le réseau de chaleur de Strasbourg et chauffer dans 2 ans maintenant autour de 8 000 ou 9 000 logements. Donc là, cette notion de bien commun, elle est aussi par-delà les frontières. Et le dernier mot que je voulais ajouter, c'est bien sûr le rôle et la participation citoyenne. Je pense que si on veut que cette énergie soit véritablement un bien commun, c'est la manière dont nous impliquons les citoyens et citoyennes de nos territoires dans nos politiques énergétiques qui fera la différence. Je pense à Strasbourg, à notre fonds d'investissement citoyen pour l'énergie, les brasseurs d'énergie, qui permettent justement de financer avec cette gouvernance citoyenne très forte. Je crois que c'est aussi la clé d'une transition énergétique juste. Merci beaucoup. Nous reviendrons sur certains des points que vous avez évoqués. Bah oui, vous pouvez applaudir. Dans une plénière, ensemble, voilà. Les ateliers ont également démarré. Donc pour ceux qui ont des programmes, ça va démarrer dans quelques instants. J'avais noté un rendez-vous à 15h sur le stand des co-organisateurs pour en savoir plus sur l'alimentation électrique du tramway. C'est avec vous. Il y a certainement plein d'autres rendez-vous également. En tout cas, un grand merci à tous pour ces propos introductifs et je vous retrouve dans quelques secondes pour la plénière gouvernance où nous allons évoquer les enjeux de gouvernance.